Mesdames, Messieurs, où que vous nous suiviez, bienvenue à ceux parmi vous qui êtes dans la salle, dans le cadre de la série des grandes conférences que l'Harmattan Sénégal lance à partir d'aujourd'hui. La conférence d'aujourd'hui est la première d'une longue série que nous voulons organiser mensuellement. Vous m'autoriserez d'abord à m'excuser de quelques minutes de retard. Tout à l'heure, on avait demandé à ce que la conférence puisse commencer à partir de 10h pile, ce qui veut dire qu'un peu partout à travers le monde où les gens sont en train de suivre, on reçoit des relances. Je ne suis pas fier de le dire. Tout à l'heure avec M. Diagne, nous posait la question, est-ce que c'est 10h temps universel ou est-ce que c'est 10h HS? Malheureusement, apparemment, on a quitté GMT pour atterrir à HS, heure sénégalaise. Ces excuses présentées, je voudrais dire tout mon plaisir de me retrouver devant vous pour l'ouverture de cette série de conférences que nous avons initiée pour essayer de poser encore une fois, parce que ce n'est pas du tout la première fois que les questions se posent, sur la problématique de l'endégénéité, c'est-à-dire comment faire en sorte que nous, Africains, Sénégalais, ôtions les lunettes que le colonisateur nous avait forcé à mettre pour essayer de penser par nous-mêmes, de penser à travers nos réalités internes. Et la pandémie de la Covid-19 qui s'est imposée à nous a été une sorte de fait, qui nous a obligés en fait à voir une réalité qui est là. Et la première thématique que nous avons choisie pour y réfléchir est tout un programme. Vivre en africain. C'est une question que nous n'avons pas du tout posée en nous levant comme ça. C'est une question qui découle d'un constat qui est là et que nos ancêtres et nos aînés ont essayé de poser depuis. Et 60 ans après, nous en sommes encore là à nous poser cette question. Ce que le conférencier et son discutant aujourd'hui diront ne seront que des choses que d'autres, dont le professeur Cheikh Anta Diop, le professeur Samir Amin, le doyen Amédée Ali Dieng, et d'autres penseurs, pour ne citer que les Sénégalais que nous connaissons le mieux, ont déjà posé. Pourquoi? Parce que le colon a tellement réussi la mission que quelqu'un comme Georges Hardy avait réussi à théoriser à travers l'école coloniale, que, comme j'ai l'habitude de le dire, que l'Afrique, en tout cas au niveau de ses élites, est une sorte de cirque dans laquelle, et je pèse très bien mes mots, où nous sommes là à exécuter un programme qui a été déjà développé et programmé en nous depuis. Parce qu'au moment où nous parlons, on est au Sénégal. Je m'adresse certainement à tout le monde, mais peut-être beaucoup à des Africains. J'aurais pu m'exprimer en Pulaar. J'aurais pu peut-être m'exprimer en Wolof. Mais je suis là, je m'exprime avec la langue du colonisateur. Et pourtant, moi, je n'ai jamais été colonisé. Le colon est parti en 1960. Moi, je suis né au moins plus d'une décennie après. Mais le travail était tellement bien fait que ceux qui ont vécu cette période, ceux qui ont suivi leurs enfants, leurs descendants, continuent dans cette logique. Et ce que je dis sur le plan culturel peut être vérifié à tout point de vue. La semaine dernière, on était dans cette même salle où les Sénégalais arabisants se plaignent toujours
de ne pas du tout avoir leur place en tant que Sénégalais dans le système éducatif, dans l'université et dans l'administration sénégalaise. Et pourtant, ce sont des Sénégalais qui ont fait des études en une langue étrangère, comme le français est une langue étrangère chez nous, et les hommes d'affaires se plaignent. Pourquoi l'économie n'est pas entre nos mains? L'économie, pourquoi elle est entre les mains de l'ancien colonisateur pour l'écrasante majorité? Sur le plan médical, c'est un débat qui se pose actuellement avec le drame qui s'est passé récemment dans nos hôpitaux. Et pourtant, la période de la Covid que nous avons vécue nous a montré que presque pendant 1 an et demi, aucun de nous n'a bougé, nous continuons à vivre. Les malades sont en train d'être soignés. Notre système de santé, aussi déliquescent soit-il, est cité en modèle avec le peu de moyens que nous avons. C'est là simplement pour dire que si nous décidons de regarder par nous-mêmes, on peut y arriver. Et la solution n'est qu'à ce niveau. C'est ma conviction. La conférence qu'anime Ndongo Samba Sylla, Eliman va l'introduire tout à l'heure, Abikan, est la première. Nous aurons d'autres grands noms africains qui viendront à ce micro pour essayer de continuer cette réflexion sur d'autres thématiques. J'ai sur la liste, la prochaine conférence sera animée par notre ami Abdourahmane Diouf sur la réforme de l'État à partir de nos réalités. Il est temps que le colonisateur quitte. C'est un travail de déconstruction. Le mot a été en vogue un moment. Pour parler comme les jeunes aujourd'hui, il faut que nous déprogrammions ce que le colon a programmé en nous. Eliman Abikan, vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs, que la paix soit avec vous. Vous qui êtes ici dans la salle pour suivre avec nous cette première des grandes conférences de l'Harmattan. Et je voudrais remercier M. Diallo, Dr Abdoulaye Diallo, pour cet honneur qu'il nous fait de présider cette première grande conférence. Et j'en suis très honoré et heureux en même temps du fait du conférencier choisi pour le thème, mais également du discutant, qui sont des amis très proches, des complices sur le plan intellectuel, si on peut dire ainsi. Et c'est là que je considère comme étant parmi les valeurs sûres sur qui nous pouvons compter dans une œuvre de transformation de nos réalités sociales, économiques, culturelles, politiques. Et nous remercions donc et félicitons l'Harmattan pour cette initiative, parce que ce type de débat, l'Afrique en a besoin, les Africains en ont besoin, le monde aussi en a besoin, parce que repenser l'Afrique dans le contexte actuel géostratégique, géopolitique, c'est tout simplement contribuer à l'équilibre du monde. Parce que tout simplement, il y a un des piliers de ce monde-là qui ne tient pas par ses propres jambes. Et je pense que le travail que fait Ndongo, entre autres, tout comme également M. Diagne ici présent, donc va dans ce sens. Ça fait plusieurs siècles, plus de 5 siècles, où les Africains se sont toujours levés, ont élevé leur voix pour contester ce projet de domination de l'Est du monde sur notre continent, le premier berceau de l'humanité. Par diverses formes, manières, mais sur le plan intellectuel, on ne peut pas citer, il y en a énormément. Ce qui est important, c'est de savoir que cette lutte, ce combat intellectuel mené depuis très longtemps est toujours sur son chemin. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes, dans la jeune génération, des intellectuels dignes de ce nom qui poursuivent ce travail.
Comme l'a dit Diallo, Ndongo Samba Sylla, docteur Ndongo Samba Sylla, qui va introduire ses premières grandes conférences, fait partie effectivement de ces auteurs, de ces chercheurs, de ces penseurs qui sont dans cette perspective de déconstruction, qui sont carrément dans la décolonialité et qui donc remettent en cause, je peux dire, des arnaques intellectuelles séculaires. J'ai eu à le dire dans cette même salle avec le professeur Samir Amin qui était à côté pour présenter son livre consacré à la démocratie, pour dire que cet ouvrage mérite d'être lu parce que pour moi, elle a cette valeur révolutionnaire qu'avait même donc l'œuvre de Cheikh Anta quand il démontrait l'antériorité des civilisations nègres. Et donc c'est pour cela que c'est un plaisir pour nous d'introduire Ndongo Samba Sylla, qui est très étendu, je le sais, et avec les retards qu'on a déjà observés, pour parler d'un thème qui est bien choisi, vivre en africain. Le thème lui-même désigne une perspective claire et évidente, un parti pris pour que l'Africain puisse effectivement se ressaisir, puisse ramener sa véritable conscience historique et vivre cela. Également s'assumer tout simplement par ce qu'il est, par ce sur quoi il existe. C'est en fait cette perspective importante qui, en l'intelligence, nous permet aussi de célébrer un des penseurs pionniers du panafricanisme, à savoir Amilcar Cabral, pensait par sa tête et marchait avec ses propres jambes. Il s'agit exactement de cela, et je sais que nous en saurons beaucoup plus sur comment et pourquoi. Mais également, ce thème est aussi un plaidoyer tel qu'il est présenté. Parce qu'on ne peut pas dire en un thème comme ça, comment est-ce que les Africains devraient se mettre à vivre eux-mêmes pour eux-mêmes, mais par travers donc un prisme aujourd'hui, c'est-à-dire sur la question de la souveraineté économique et monétaire au niveau panafricain. Donc plaidoyer pour une souveraineté économique et monétaire panafricaine, panafricaniste. C'est donc ce que va nous proposer le Dr Ndongo Samba Sylla, qui est économiste à la Fondation Rosa Luxembourg. Donc nous aurons 45 minutes en Ndongo pour une introduction, une présentation donc, de la substance de ces idées sur ce thème-là. Et ensuite, nous allons donner la parole à Dr Cheikh Oumar Diagne, qui est aussi économiste, directeur du Centre de recherche et d'études en stratégie financière et administration. C'est ça, le CRESPA, qui aussi est un auteur connu, un penseur connu, qu'on ne présente plus. Je pense que tous les deux, on ne les présente plus parce qu'ils ont déjà beaucoup produit, énormément produit, et ont toujours alimenté les réflexions et les débats que nous tenons dans cette perspective claire donc, de la souveraineté panafricaniste. Alors, sans plus tarder, on va laisser la parole à l'intervenant principal, Ndongo Samba Sylla, mais je vais quand même vous dire que juste après l'intervention du discutant, nous aurons quand même droit à des échanges. Et donc, les questions seront bienvenues aussi bien de la salle ici que effectivement de la toile, parce que ça passe en direct à travers la plateforme Zoom, et je pense repris aussi sur les différentes pages de l'Harmattan. Donc, mesdames et messieurs, nous vous demandons surtout votre écoute attentive et nous laissons la parole à Dr Ndongo Samba Sylla. D'initier la série de grandes conférences organisées par
la librairie Harmattan. Donc je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui ici, surtout en compagnie de mon ami et frère, Dr Cheikh Oumar Diagne. C'est un vrai plaisir d'être là parmi vous et j'espère que nous aurons samedi fructueux au niveau des échanges. Donc, ma présentation a pour titre Vivre africain. Et donc, il faudrait peut-être que les dames, que je puisse expliquer en fait pourquoi le choix de ce titre. Et je pense que c'est ok. Donc en fait le titre Vivre africain, c'est la conclusion d'un discours de Thomas Sankara. En fait, probablement son discours le plus célèbre. Celui qui a tenu le 29 juillet 1987 à l'OUA, Organisation de l'Unité africaine. Et donc ce discours est connu comme étant le discours sur la dette, un discours où Sankara a appelé les pays africains à faire front au front unique pour ne pas payer la dette extérieure. Et donc il concluait ce discours historique en disant, et je le cite, je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand il avait fait ce discours, en fait, la session était présidée par Kenneth Kaunda, le président zambien. Et d'après ce que m'a raconté le conseil diplomatique de Thomas Sankara à l'époque, Fidel Ketenga, Kenneth Kaunda est venu voir Thomas Sankara et lui a dit je souhaite que tu sois le président de mon pays. Alors que Kenneth Kaunda, quand même être le père de Thomas Sankara, était le président d'un pays. Mais il était tellement admiratif de Sankara qu'il lui a fait ce compliment. Je souhaite que tu sois le président de mon pays. Personnellement, je pense que ce discours de Sankara est l'un des discours politiques les plus importants qui étaient prononcés, disons, par un chef d'État durant la période qui a suivi les indépendances. Certainement, on peut faire un parallèle avec le discours qui avait été prononcé également en son temps par Patrice Lumumba, parce qu'il s'agit dans les deux cas de discours visionnaires. C'est quoi le vivre africain pour Sankara? Donc c'est déjà, il faut dire que chez Sankara, vivre africain n'est pas un slogan raciste ou xénophobe. Ce n'est pas non plus un slogan de promotion de l'autarcie, voire de la fermeture sur soi. Vivre africain pour Sankara exprime l'idée à l'autosuffisance, de déconnexion vis-à-vis du système économique mondial, de libération des peuples vis-à-vis de l'impérialisme. Et la meilleure preuve de cela, c'est que Sankara lui-même déclarait ce jour-là, je le cite, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Ceux qui veulent exploiter l'Afrique sont les mêmes que ceux qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Donc c'est ce que déclarait Thomas Sankara, pour dire que vivre africain pour lui, c'est pas un slogan raciste ou xénophobe. Au contraire, ça suppose la solidarité internationale. Et donc pour Sankara, sa conception de l'africanité, d'une certaine manière, nous rappelle la constitution haïtienne de 1805. Parce que dans la constitution haïtienne, à l'époque, être haïtien n'était pas une affaire de couleur de peau. Étaient haïtiens ceux qui ont participé et ceux qui participent à la lutte de libération. Donc c'était ça que voulait dire être haïtien. Et être africain d'une certaine manière, vivre africain, c'est participer, disons, à la lutte pour l'émancipation du continent. Et donc, vivre africain pour moi, tel que cela a été articulé par Sankara, en fait, c'est un projet civilisationnel, c'est un programme civilisationnel. Et dans le discours de Thomas Sankara, on pouvait d'ores et déjà, disons, répertorier un certain nombre de principes. Comme par exemple, refuser collectivement de payer la dette. C'était ça l'objet de son discours. Car la dette extérieure est illégitime. C'est une conséquence du colonialisme.
Et Sankara notait également qu'en fait, que la dette de sang, celle qui a été versée, le sang qui a été versé par les Africains au profit de l'autre, cette dette de sang n'a jamais été, n'a jamais bénéficié de la moindre réparation. Donc, pourquoi payer la dette extérieure, qui est une conséquence du colonialisme, alors que la dette de sang n'a jamais été payée aux Africains? Mais au-delà de la dette également, en fait, il appelait les Africains à avoir confiance en eux-mêmes, à produire, transformer et consommer local, à ne pas importer ce qui peut être produit sur place, à réserver en priorité le marché africain aux produits africains, à mettre fin aux dépenses de prestige, aux dépenses somptuaires, à mettre fin aux dépenses militaires destinées à armer les Africains les uns contre les autres. Et Sankara appelait également à discuter des problèmes de l'Afrique dans le cadre collectif de l'OUA, Organisation Unité Africaine, en lieu et place, disons, des plateformes qui sont organisées par les anciennes puissances coloniales. Sankara, par exemple, était, disons, d'une certaine manière opposé au fait que les pays africains aillent en France pour le sommet France-Afrique. Son point de vue était qu'il était préférable que tous ceux qui veulent dialoguer avec l'Afrique viennent en Afrique dans le cadre de l'OUA pour qu'on puisse en débattre collectivement. Et donc Sankara, c'était quelqu'un qui était un esprit de bon sens. Il avait le sens de la formule et il était visionnaire et ses propos pouvaient clairement être compris par la grande majorité. En fait, quand on dit vivre africain, on peut avoir l'impression que c'est juste un slogan comme ça. Mais en fait, malgré le caractère simple du discours, en fait, c'est une vérité fondamentale. C'est-à-dire que c'est un point de départ, c'est une conclusion, mais c'est une vérité fondamentale. Parce que depuis lors, en fait, il y a de nombreux travaux qui montrent en fait que ce que Sankara appelle vivre africain, en fait, c'est la seule voie possible d'émancipation pour le continent. Et ce que je vais essayer de montrer dans cette présentation, en étant en fait en conversation avec certains penseurs du Sud qui ont justement montré pourquoi en fait l'idée que le modèle de développement à l'occidental, le modèle de développement européen pouvait être généralisé à l'ensemble de la planète. Et donc c'est ce qu'on a appelé le mythe du développement économique et le mythe du rattrapage économique. C'est-à-dire qu'il faut que nous nous transformions tous en Européens, ou bien que nous ayons les mêmes, disons, niveaux de vie, mode de vie que les Européens. Donc de nombreux travaux scientifiques ont montré que ce n'est tout simplement pas possible. Le rattrapage économique est impossible. Donc il faut vivre, disons, africain. Il faut des modèles endogènes, autocentrés. Et donc, l'un des auteurs avec qui je vais, disons, être en conversation, c'est Celso Furtado. Celso Furtado. Et pourquoi Celso Furtado? Parce que c'est un penseur important, disons, du Sud. Il a été ministre brésilien de la planification, comme vous pouvez le voir sur cet écran. Il a été professeur d'économie. Mais surtout, il a été l'une des voix intellectuelles importantes, disons, de la pensée économique d'après la Seconde Guerre mondiale en Amérique latine. Donc, ce qu'on a appelé le structuralisme et par la suite la théorie de la dépendance. Celso Furtado est né en 1920 et il est décédé en 2004. Donc, c'est l'année dernière, en fait, qu'on a fêté le 100e anniversaire de sa naissance. Et donc, il a publié plus d'une trentaine de livres dans une quinzaine de langues. C'est un pionnier de l'économie du développement. Et il a eu de nombreuses influences intellectuelles, parmi lesquelles Karl Marx, Joseph Schumpeter, Keynes, Raoul Prebisch, l'Argentin. Et donc, l'année dernière, en fait, Politique Press a publié un livre qui s'appelle The Myth of Economic Development, le mythe du développement économique. Et donc, ce livre a été publié pour la première fois en 1974, donc en portugais. Mais c'est seulement l'année dernière que ça a été publié en anglais. Et donc, j'avais eu l'honneur d'en rédiger la préface. Et il me semble que ce livre est d'une actualité brûlante. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ce livre, The Myth of Economic Development, en fait, était très visionnaire. Et il montrait déjà en 1974 que le rattrapage économique est quelque chose d'absolument impossible.
et qu'il faut pour les pays du tiers-monde, comme on les appelait à l'époque, aujourd'hui on parle de Sud global, des pays Sud global, il faut un tout autre modèle. Et donc vous pouvez voir sur la droite qui sont les livres, en fait, The Myth of Economic Development, qui a été publié l'année dernière. Et donc, sur la gauche, vous voyez un autre livre qui s'appelle The Limits to Growth. The Limits to Growth, c'est aussi un livre très important. C'est une publication majeure du Club de Rome. Donc, le Club de Rome, c'est un club de scientifiques, philanthropes. Et donc, en 1972, ils ont publié ce livre-là, The Limits to Growth. Et donc, The Myth of Economic Development est un commentaire vis-à-vis de ce livre-là de Limits to Growth. Et donc, qu'est-ce que disait The Limits to Growth, qui a été traduit en français, je pense que c'était Halte à la croissance. Et donc, les membres du Club de Rome avaient demandé à un groupe de scientifiques de réfléchir sur les problèmes auxquels l'humanité était confrontée à cette époque. Pourquoi il y a la pollution, pourquoi il y a la criminalité, pourquoi il y a le racisme, pourquoi il y a la violence, pourquoi il y a les guerres, etc. Et donc, ils ont réuni un groupe de scientifiques et ils ont fait ce travail-là. Donc, ce qu'ils appelaient la problématique, c'est-à-dire quel est le point commun à toutes ces questions-là. Et donc, ils ont fait un modèle qui était très en avance, où ils ont analysé et projeté les interrelations entre 1900 et 2100 sur 5 facteurs principaux. La population, donc l'évolution de la population, l'évolution de la production industrielle, la production agricole, la production agricole, la pollution et aussi les ressources naturelles. Et donc, quand ils ont modélisé tout ça, en fait, le résultat principal a été qu'en fait, la croissance économique dont on nous dit qu'elle est la remède à tous nos problèmes, c'est en fait l'origine de tous nos problèmes. La croissance économique n'est pas la solution. La croissance économique est le grand problème. Et donc, la chercheuse principale, celle qui a rédigé le rapport, donc elle disait, je le cite, ce que le monde entier voit comme la solution à ses problèmes est en fait une cause de ces problèmes. Donc c'est Donella Meadows. Et donc c'est son mari en fait qui avait coordonné le groupe, mais c'est elle qui a été l'écrivaine principale. Next slide. Prochain slide. Et donc pourquoi la croissance économique pose problème? En fait c'est très simple. C'est-à-dire que l'idée d'une croissance économique illimitée dans un monde fini, c'est une idée qui est absurde. La croissance économique ne peut pas être infinie. Tôt ou tard, elle va s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 types de limites. Le premier type de limite concerne les sources. Bon, les économistes pourraient parler de facteurs de production. Il y a beaucoup de ressources qu'on utilise pour la production qui ne sont pas renouvelables. Donc, tôt ou tard, il y a des ressources qui vont s'épuiser parce que ces ressources ne sont pas renouvelables. Le deuxième type de limite concerne ce qu'on appelle les puits. Donc en anglais, on dirait sinks. Et donc, le système industriel en lui-même a des conséquences irréversibles sur l'environnement physique, y compris l'atmosphère. Et donc, l'activité industrielle a des effets sur la capacité de la planète à se régénérer. Et ça également, ça induit une autre limite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les niveaux de pollution seront tels qu'il ne sera tout simplement pas possible de vivre dans certains endroits. Donc il y a 2 types de limites. Les limites relatives aux sources et les limites relatives à la capacité de la planète à se régénérer. Prochain slide. Et donc, Limits to Growth avait ce message très simple. En fait, si les tendances qui étaient observées à l'époque, en termes de croissance démographique, d'industrialisation, de production alimentaire, de pollution et d'épuisement des ressources, devraient se poursuivre sans que l'on ne change pas ces comportements-là, en fait, on atteindrait en fait, un état, disons, d'effondrement civilisationnel. Et cet effondrement civilisationnel aurait lieu
au cours du XXIe siècle. Donc, il ne disait pas qu'il y aurait un effondrement civilisationnel, mais il disait que si ces tendances se poursuivent et qu'on ne fait rien pour les inverser, la civilisation industrielle va s'effondrer. Et l'autre chose, en fait, qu'il disait également, c'est que le progrès technologique ne permettra pas de repousser les limites de la croissance. C'est ce qu'ils appellent le techno-optimisme. Croire qu'en fait, bon, il y a des ressources qui ne sont pas renouvelables. Avec la science, la technologie, on peut créer de nouvelles ressources pour repousser les limites de la croissance. Ils disaient non, ça, c'est pas possible. Le changement technologique peut juste repousser les échéances, mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est un changement radical du système de valeurs. C'est-à-dire qu'il faut modifier radicalement les comportements de production et de consommation. Si on ne le fait pas, ça va être la catastrophe, ça va être l'effondrement civilisationnel. Et donc, leur recommandation principale, c'est de dire qu'il faut une stratégie globale pour atteindre ce qu'ils appellent un état d'équilibre global. Donc, l'état d'équilibre global ou l'état de non-croissance, c'est un état qui permet à chaque habitant de la planète de vivre bien. Donc, il n'y a pas de croissance du capital et il n'y a pas de croissance, disons, de la population mondiale. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, tout le monde peut vivre bien, décemment, mais il n'y a pas de croissance du capital, il n'y a pas de croissance de la population. Et donc, les auteurs aussi disaient qu'en fait, les premiers qui doivent s'ajuster, ce sont les pays du Nord. Parce que c'est eux qui ont lâché ce syndrome-là de la croissance économique illimitée. Et donc, les pays les plus pauvres ont des niveaux de consommation encore faibles. Et donc, c'est les pays riches qui doivent d'abord s'ajuster. Donc, le changement dans les systèmes de valeurs incombe d'abord aux pays les plus riches. Prochain slide. Celso Furtado a lu Limits to Growth et il a fait un commentaire dans la perspective d'un économiste des pays du Sud. Et contrairement à la plupart des économistes des pays du Nord qui ont critiqué ce travail en disant que c'était trop pessimiste, que c'était délirant, etc., il a dit Limits to Growth a des mérites. Il en a identifié 3. Le premier mérite, c'est que Limits to Growth a modélisé l'économie mondiale comme un système fermé. Quand on dit système fermé, c'est-à-dire que bon, on considère toutes les ressources de l'humanité. Parce que jusque-là, ce qu'on faisait et ce que l'on continue de faire en économie, c'est-à-dire qu'on dit que la croissance est un problème national. Donc chaque pays a ses ressources, chaque pays est souverain sur ses ressources, il n'y a pas de problème d'impérialisme, etc. Et donc il suffit juste de prendre les bonnes politiques et vous pouvez avoir une croissance illimitée parce que les ressources sont disponibles en abondance. Il n'y a pas de limitation au niveau des ressources. Si vous allez à l'université, les théories de la croissance, qu'il s'agisse du modèle néoclassique ou ce qu'on appelle les théories de la croissance endogène, partent toujours des mêmes prémices. C'est-à-dire que le monde extérieur est ouvert et donc il y a de l'abondance et donc il n'y a pas de limitation au niveau des ressources. Et donc pour la première fois, on voit une modélisation qui concerne l'ensemble des ressources de l'humanité, donc comme un système fermé. Et Limits to Growth aussi, en fait, étudie les conséquences de l'accumulation du capital sur l'environnement physique. Et ça, c'est une question que les économistes jusque-là n'avaient pas abordée. Et enfin, le dernier mérite, selon Celso Furtado, c'est que Limits to Growth a montré que le capitalisme industriel n'est écologiquement pas soutenable. Et ce sont les 3 mérites identifiés par Celso Furtado. Mais Limits to Growth a aussi des limites. 2 limites importantes. La première limite, c'est qu'en fait, Limits to Growth ne montre pas que les pays du Nord sont extrêmement dépendants des ressources naturelles des pays du Sud pour leur industrialisation, pour leur croissance. Et ça n'apparaît pas très clairement dans Limits to Growth. La deuxième chose, c'est qu'en fait, Limits to Growth n'a pas compris ce qu'était le sous-développement et le développement. Et ça, c'est la critique majeure de Celso Furtado. Parce qu'en fait, l'une des hypothèses à la base de Limits to Growth, c'est de dire que, à mesure que le reste du monde se développe économiquement, le reste du monde, c'est-à-dire les pays du Sud, vont suivre le modèle de consommation des États-Unis. C'est-à-dire que le citoyen en République centrafricaine ou au Niger, disons dans 50, 60 ans, il aura le même style de vie qu'un habitant new-yorkais. Donc c'était ça une des hypothèses de base de Limits to Growth.
Et donc, cette hypothèse de base, c'est ce que Celso Furtado appelle le mythe du développement économique. La croyance que les citoyens des pays pauvres jouiront un jour du même niveau de vie que les citoyens moyens des pays du Nord. Ce mythe du développement économique, c'est la croyance au rattrapage économique. Et Celso Furtado dit clairement que cela est impossible. Et il est parti, disons, du modèle brésilien, parce qu'il a beaucoup étudié le Brésil. Le Brésil est un pays qui s'est industrialisé rapidement, disons, entre 1920 et 1980. Mais cette industrialisation n'a pas mis fin aux, disons, différences de revenus entre les zones rurales et les zones urbaines, n'a pas mis fin au secteur informel, a plutôt créé des inégalités économiques importantes au sein des populations. Et surtout, les structures de production et de consommation n'étaient pas homogènes. Et donc, partant du modèle brésilien, en fait, donc pour moi, du contre-exemple brésilien, il a dit, en fait, c'est pas possible de rattraper économiquement les pays du Nord. Et donc, on va voir pourquoi. Et donc, par rapport à Limited Growth, Furtado a 3 conclusions importantes. La première, c'est qu'en fait, contrairement aux projections de Limited Growth, en fait, il n'y aura pas autant de pression sur l'usage des ressources naturelles par les pays du Nord. Pourquoi? Parce que justement, le but du système économique mondial, c'est de mettre les pays du Sud dans une situation d'austérité telle que ces pays-là ne peuvent pas utiliser leurs propres ressources naturelles. Et donc, c'est pourquoi il dit, en fait, certes, on va de plus en plus utiliser les ressources, mais ce qui est projeté, ce ne sera pas la réalité parce que les pays du Sud ne vont pas avoir un niveau de consommation comme les pays du Nord. Et c'est pourquoi je le cite, il dit « La tendance prédominante de l'évolution est d'exclure 9 personnes sur 10 des principaux bénéfices du développement. » Et si nous observons le groupe des pays périphériques, donc les pays du Sud, les pays du tiers-monde en particulier, nous nous rendons compte que la tendance est d'en exclure 19 sur 20. Cette masse croissante d'exclus en termes absolus et relatifs qui se concentre dans les pays périphériques constitue en soi un facteur lourd dans l'évolution du système. Donc 19 sur 20 qui sont exclus. Et donc d'une certaine manière, bon, c'est 1 sur 20 qui va continuer à pouvoir avoir un mode de vie, disons, qui n'est pas justifié par les critères de soutenabilité. Mais il y a une deuxième conclusion importante. Slide. Deuxième conclusion. C'est qu'en fait, pour Furtado, Limited Growth montre que ce qu'on appelle le mode de vie occidental n'est tout simplement pas soutenable. Et donc là, moi je le cite, Limited Growth démontre de manière approfondie que le mode de vie créé par le capitalisme industriel sera toujours le privilège d'une minorité. Le coût de ce mode de vie en termes de dégradation du monde physique est si élevé que toute tentative de le généraliser conduirait inévitablement à l'effondrement d'une civilisation entière, mettant en péril la survie de l'espèce humaine. Nous avons ainsi la preuve irréfutable que le développement économique, l'idée que les peuples pauvres puissent un jour jouir du mode de vie des peuples actuellement riches, est tout simplement irréalisable. Nous savons désormais de manière irréfutable que les économies périphériques ne seront jamais développées, dans le sens où elles ne seront jamais similaires aux économies qui constituent actuellement le centre du système capitaliste. C'est la deuxième conclusion de Furtado. Mais il y a une troisième conclusion qui est peut-être plus optimiste. En fait, l'impossibilité du rattrapage économique ne signifie pas que les citoyens du Sud soient condamnés à souffrir de la pauvreté et de l'inégalité. Elle implique seulement que le capitalisme n'a rien à offrir comme perspective de vie décente à la grande majorité de l'humanité. Et qu'il convient de concevoir une autre orientation de développement. Ça, c'est un concept de Furtado, orientation de développement. Il faut une autre orientation de développement plus égalitaire, c'est-à-dire que les structures de consommation doivent être plus ou moins homogènes. Ce que mange, par exemple, le paysan dans son village, c'est peut-être ce que mange, disons, le consommateur urbain. Donc plus égalitaire et plus économe dans l'utilisation des ressources. Et donc à cette fin, la priorité devrait être donnée à une large division sociale de produits de consommation
dont la production échappe au culte moderniste de l'obsolescence planifiée. Donc dans le monde capitaliste, pour vendre, il faut tout le temps créer des marchandises. Et donc il faut tout le temps détruire pour pouvoir créer de nouvelles marchandises. Et donc parfois même il y a des produits, des valeurs d'usage qui peuvent tenir dans le temps, qu'on aurait pu mettre en place, qu'on aurait pu produire, mais on ne le fait pas. On produit des choses qui vont être facilement détruites, vite fait, et pour que on puisse les remplacer pour continuer la mécanique du profit. Et donc si on va aller vers une autre civilisation, il faut mettre fin à ce principe de l'obsolescence planifiée. Et donc la question qu'on peut se demander, c'est, il a écrit ça en 1974. Donc 46 ans plus tard, 47 ans plus tard, est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce que, il y a eu des travaux qui ont confirmé ou infirmé l'analyse de Celso Furtado? Et ce qu'il faut déjà dire, c'est que, on est sur une tendance d'effondrement civilisationnel, due notamment au changement climatique. Et là, je vous donne un extrait du rapport Living Planet de 2018. Et donc, qu'est-ce que ça dit? Au cours des 50 dernières années, la température moyenne mondiale a augmenté 170 fois plus vite que le taux de base. L'acidification des océans pourrait se produire à un rythme jamais vu depuis au moins 300 millions d'années. La Terre perd sa biodiversité à un rythme que l'on ne voit que lors des extinctions massives. Et d'autres changements pourraient encore se produire car l'homme est responsable de la libération de 100 milliards de tonnes de carbone sur la planète Terre tous les 10 ans. Donc ça veut dire que depuis 50 ans, depuis que Celso Furtado s'est prononcé sur cette question, on est sur une tendance très périlleuse, tendance d'effondrement civilisationnel. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que la première conclusion de Furtado est partiellement correcte. Il a eu raison de dire que les projections de Linus Gross en termes d'utilisation des ressources ne se sont pas avérées, parce qu'il a eu raison de dire que les pays du Sud n'arriveraient pas à utiliser eux-mêmes les ressources naturelles. D'une certaine manière, l'impérialisme, c'est aussi ça, c'est-à-dire mettre les pays dans une situation d'austérité permanente, de sorte que ces pays ne peuvent pas utiliser eux-mêmes les ressources naturelles. L'économiste indien Patnaik, avec son épouse Utsa Patnaik, ils ont fait un livre qui s'appelle A Theory of Imperialism, où ils expliquent ce mécanisme qu'ils appellent income deflation. C'est-à-dire que les pays du Sud sont dans une situation de désindustrialisation et dans une situation de pauvreté telle qu'ils ne peuvent pas utiliser leurs propres ressources naturelles. Et donc, Furtado avait vu juste. Mais quelque part, il avait dit aussi qu'il n'y aurait pas d'effondrement civilisationnel. Et là, il avait tort. Pourquoi? Parce qu'il avait juste regardé les tendances en matière d'utilisation des ressources. Il n'avait pas regardé les tendances en matière, disons, en tout cas pour ce qui concerne la capacité de la planète à absorber, disons, toutes les secousses du système industriel. Et actuellement, en fait, ce qui pose problème, ce n'est pas l'épuisement des ressources, mais la capacité de la planète à se régénérer face aux agressions du système industriel. Mais pour ce qui est des deux autres conclusions, elles sont pertinentes. La conclusion sur le développement économique est le fait qu'il est nécessaire d'avoir un autre modèle qui ne soit pas basé sur l'obsolescence planifiée. Et depuis lors également, il y a une littérature croissante qui montre que la trajectoire de développement de l'Occident au cours des 2 derniers siècles était fondée sur un exceptionnalisme écologique. On peut même dire un impérialisme écologique qui repose d'une part sur l'appropriation des ressources du Sud et d'autre part sur l'externalisation vers le Sud des coûts écologiques de l'expansion capitaliste. Et donc, si le rattrapage économique est quelque chose d'impossible, c'est qu'en fait, il ne faut pas regarder simplement en termes de niveau de consommation. C'est-à-dire, si vous voulez rattraper le niveau de consommation des pays du Nord, il faut aussi que vous puissiez rattraper les niveaux de gaspillage de ressources. Et donc, ça, ce n'est pas possible. Et donc, aujourd'hui, on sait que si on voulait tous avoir le même niveau de consommation et de gaspillage des ressources qu'un résident moyen de l'Union européenne, il faudrait 2,8 planètes. On a une seule planète. Mais pour vivre comme un Européen, il faudrait avoir 2,8 planètes. L'Europe, l'Union européenne, ne représente que 7% de la population mondiale. Pourtant, elle utilise 20% de la biocapacité de la planète. Donc, il est impossible que nous puissions tous avoir le même niveau de vie que les Européens. Donc, les modes de vie des pays occidentaux ne sont manifestement pas reproductibles partout. Mais le paradoxe, c'est que toutes les stratégies de développement économique qu'on a
celles qui nous sont recommandées par le FMI, la Banque mondiale, les dirigeants africains, etc., partent de cette illusion que vous pouvez devenir des Européens, vous pouvez avoir le même niveau de revenu par habitant, etc. C'est cette illusion-là qui est la base de nos stratégies de développement économique. Et donc, il y a un argument qui va dans le même sens, qui n'a pas été abordé par Celso Furtado, mais qui a été abordé par d'autres chercheurs du Sud. Par exemple, Samir Amin. Samir Amin a fait une observation capitale sur l'évolution du capitalisme. En fait, dans les pays du Nord, les pays centraux, le capitalisme, s'est développé sur la base de la destruction des paysanneries, du monde paysan. Mais cette destruction de la paysannerie, disons, n'a pas empêché, d'une certaine manière, en tout cas, aller de pair, disons, avec une capacité à nourrir une population de plus en plus importante, une demande de consommation de plus en plus importante. Au XIXe siècle, par exemple, au milieu du XIXe siècle, vous pouvez avoir un secteur agricole qui pesait peut-être 60-70% de la population active. Mais maintenant, dans les pays du Nord, c'est peut-être au maximum 4% en moyenne, la part de l'agriculture dans la force de travail. Et donc ça, en fait, ça a été permis par d'immenses, disons, gains de productivité dans le secteur agricole. Mais ce qu'il y a, c'est que ce modèle de destruction des paysanneries ne peut pas être universalisé. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions qui ont été spécifiques, qui ont permis cela, disons, à l'Europe et qui ont permis ça peut-être aux États-Unis. C'est que tout d'abord, le surplus de travailleurs agricoles, donc ceux qui ont été libérés pour aller vers d'autres secteurs de l'économie, ces travailleurs en surplus ont d'une certaine manière pu être absorbés par les industries sur place. À l'époque, les industries n'étaient pas, comme on dit, intensives en capital. Donc, c'est des industries qui employaient beaucoup de main-d'œuvre. Mais ça ne suffisait pas. Il a fallu aussi l'émigration du surplus de travail. Vous prenez le cas de la Grande-Bretagne. Entre 1815 et le début de la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne était la première puissance industrielle à l'époque, plus avancée sur le plan technologique. La moitié de la croissance démographique de la Grande-Bretagne sur un siècle, 1815-1914, la moitié a été absorbée via l'immigration. Parce que, malgré le développement industriel, le surplus de travail libéré par l'agriculture ne pouvait pas être absorbé par les industries. Et donc, si vous voulez faire ça, même slide, si vous voulez faire ça dans les pays du Sud, ça veut dire, en fait, vous allez obtenir ce qu'on voit, en fait, dans nos villes. C'est-à-dire un exode rural massif dans des emplois, disons, très précaires, secteur informel. Et voilà, c'est ce que vous allez obtenir. Donc ça veut dire que le modèle, la trajectoire de développement occidentale ne peut pas être reproduite dans les pays du Sud. Si vous voulez reproduire cette trajectoire-là, il faudrait qu'il y ait 4 ou 5 Amériques, je veux dire le continent américain, qui soit disponible quelque part et qu'on puisse y amener, disons, le surplus de travail rural qui n'a pas pu être absorbé par l'industrie. Et ça, c'est une réflexion capitale de Samir Amin et qui complète un peu la position de Celso Furtado. Next slide. Et donc, pour confirmer la justesse empirique des travaux des penseurs du Sud, les Samir Amin, les Celso Furtado, parce qu'à l'époque, quand ils parlaient de dépendance, d'échange inégal, on leur disait non, c'est de la rigolade ce que vous dites, etc. Il n'y a pas ça, c'est parce que vous n'êtes pas assez productif, etc. Vos économies ne sont pas assez productives, vous ne prenez pas les bonnes politiques, etc. Que vous exagérez la thèse de la dépendance, etc. Et donc, récemment, il y a eu un travail très important qui a été publié. Et vous avez le titre de cet article. C'est un article qui a été co-signé par 10 auteurs qui s'appelle Global Patterns of Ecological Unequal Exchange, Implications for Sustainability in the 21st Century. C'est-à-dire la structure globale de l'échange écologique inégal, les implications pour la durabilité au XXIe siècle. C'est un article très important.
Et il y a 3 conclusions que je retiens de cet article-là, et qui vont tous dans le sens de Furtado, Amin et des autres. La première conclusion, c'est que les pays en développement perdent à la fois sur les flux de ressources biophysiques et sur les flux monétaires. Ils perdent sur 2 tableaux. C'est-à-dire que les pays riches réalisent une appropriation de matériaux, d'énergie, de terre et de travail, tout en générant simultanément un surplus monétaire à partir de ces appropriations nettes. Premier résultat. Deuxième résultat, la croissance économique des pays riches dépend de l'échange écologique inégal. Et donc je les cite. La croissance économique des régions les plus riches est obtenue par une exploitation plus intensive des ressources et un transfert simultané de la charge environnementale vers les régions les plus pauvres. Les pays les plus riches du monde ont tendance à être des appropriateurs nets de matériaux, d'énergie, de terre et de travail. Le fait de pouvoir générer la valeur ajoutée et les revenus les plus élevés au monde permet aux nations riches de s'approprier les ressources les années suivantes, perpétuant ainsi des relations d'échange inégales. Troisième conclusion, et qui est une implication des 2 points précédents. Le rattrapage économique des pays du Sud est impossible. Étant donné, je les cite, étant donné que le modèle de croissance économique de l'industrialisation nécessite l'appropriation des ressources des régions plus pauvres, il semble illusoire que toutes les nations plus pauvres puissent, entre guillemets, rattraper le retard en accédant, entre autres choses, à des régions encore plus pauvres dont elles peuvent s'approprier les ressources. L'industrialisation, telle qu'elle est vécue par les pays les plus riches du monde et certaines économies émergentes comme la Chine, ne peut devenir universelle. Donc ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez avoir le même niveau de vie que, disons, les pays occidentaux, il faudrait quelque part trouver des régions pauvres, des régions pauvres dont vous pourrez prendre les ressources naturelles et transférer les coûts de votre accumulation, coûts écologiques de votre accumulation. Mais ça n'existe pas, nous avons qu'une seule planète. Et donc ça confirme le point de vue des Furtado et autres. Et ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'en fait, dans cet article-là, on a divisé le monde en 3 grands blocs. Les pays du Nord, les pays du Sud et la Chine de côté. Et donc la Chine n'est pas concernée par ce constat-là. Et donc quand on fait, on regarde tous les flux biophysiques et les flux monétaires, donc les pays du Sud perdent sur les 2 tableaux. Et la manière de visualiser ça, c'est que vous travaillez pour quelqu'un, vous lui donnez votre énergie, votre travail, votre créativité, et en plus vous lui payez de l'argent, plus qu'il ne vous paye. C'est ça la situation. Et donc le rattrapage est impossible dans ce contexte-là. Et donc là aussi, il y a un autre article qui vient de sortir sur l'échange inégal. L'échange inégal a été un thème important dans les années 70. Et là, vous voyez, en fait l'échange inégal qui a été mesuré, c'est l'échange inégal entre les pays du Sud et les pays du Nord. Parce qu'il y a une forme aussi d'échange inégal entre les pays du Sud. Par exemple, il y a une forme d'échange inégal entre la Chine et certains pays du Sud. Mais ce n'est pas ça qui a été mesuré dans cet article-là. L'échange inégal qui a été mesuré, c'est, disons, le surplus économique qui est transféré gratis vers les pays du Nord. Et vous allez voir pour l'Afrique, c'est plus de, depuis 1960 jusqu'en 2017, c'est plus de 2000 millions de milliards qui ont été transférés depuis entre 1960 et 2017. Pour les autres régions, c'est encore plus. Donc c'est un surplus gratis qui a été transféré vers les pays du Nord. Et donc si ce surplus était resté sur place, bien investi, il y aurait peut-être eu beaucoup plus de progrès économique. Donc prochaine slide. Et donc, tout ce qu'on vient de dire, je vais essayer de l'illustrer rapidement à travers le cas de l'Afrique, le multidéveloppement économique en Afrique. Next slide. En fait, la situation d'échange écologique inégal, comme je l'ai dit, implique que le Sud est perdant sur les 2 tableaux. On transfère net des ressources biophysiques et on transfère en net des ressources monétaires, des flux monétaires. Et donc, l'article, en fait, n'explique pas dans quelles conditions cela est soutenable, dans quelles conditions, est-il possible de perdre sur les 2 tableaux.
en fait, en analysant, je me suis dit qu'en fait, vous ne pouvez transférer net des ressources biophysiques et transférer net des flux monétaires que si, en fait, vous êtes dans deux situations. C'est-à-dire une situation d'austérité permanente pour la majorité de vos populations et aussi une situation d'endettement permanent. Parce que quand vous transférez des flux monétaires, ce n'est pas des flux monétaires en CFA ou en Dalasi, c'est des dollars. Et vous n'émettez pas les dollars. Et donc, si vous transférez au pays du Nord des dollars nets, donc ça veut dire d'une certaine manière que en fait, vous êtes dans une situation d'endettement. Et donc, si on regarde bien, en fait, la situation des pays africains, bon, c'est une situation d'austérité permanente pour la grande majorité des populations. Pour faire face, disons, en tout cas, en tout cas, vivre dans ce système-là, système mondial. Et austérité d'un côté, et également, disons, vente, privatisation des actifs nationaux. C'est-à-dire que, bon, vous ne possédez plus vos économies, c'est d'autres qui les possèdent. Et donc, si on regarde l'histoire post-coloniale de l'Afrique, donc juste comment la dette a évolué, le stock de dette en monnaie étrangère, et aussi la croissance économique, la croissance du PIB, vous allez voir qu'en fait, on a été dans des cycles d'austérité et de croissance. Donc, next slide pour vous montrer ça. Ça, c'est un tableau que j'ai fait à partir des données de la Banque mondiale. C'est très intéressant. Donc, vous avez les taux de croissance économique, les taux de croissance du PIB sur entre 1960 et 2018. Donc, pour la première décennie, vous avez un taux de croissance de 4,6%, qui est retombé à 3,7% entre 1970 et 80. Par la suite, bon, avec l'ajustement structurel, on est descendu à 1,4%. Après, on a eu 1,2% entre 1990 et 2000. Et à partir des années 2000, on a eu 5,4%. Donc ça, c'est la période de l'Afrique émergente, Africa Rising. Et après 2010-2018, on a eu 3,4%. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux premières décennies, on a d'abord un taux de croissance important. Pourquoi? Parce qu'il y a un cours favorable pour les matières premières. Et après, les cours des matières premières baissent. Et donc, il faut toujours continuer la croissance parce que, bon, les États sont pauvres et doivent investir et disent n'avoir pas les ressources. Et donc, on s'endette pour doper la croissance. Et donc, vous voyez que le niveau d'endettement a augmenté entre 1960-70 et 70 et 80. Donc, vous le voyez avec la courbe en rouge. Mais malgré tout ça, en fait, le taux de croissance était inférieur à celui de 1970, mais qu'il a pu être dopé par l'endettement en monnaie étrangère. Mais en fait, à un moment donné, vous devez payer la dette. Et si le coût des matières premières baisse trop, et aussi que les intérêts sur la dette augmentent, ça va être le scénario des années 80, la crise de la dette. Donc baisse du coût des matières premières et augmentation du charge du coût de la dette. Les taux d'intérêt au niveau international. Et ça, c'est la situation catastrophe, c'est la situation d'insolvabilité. Et c'est ce qu'on a eu dans les années 80. Et donc, malheureusement, vous ne pouvez pas payer la dette, rembourser la dette avec des politiques d'austérité. Donc, c'est tout à fait contre-productif. Mais à chaque fois, c'est ce que le FMI et la Banque mondiale font. Il faut de l'austérité. Mais avec l'austérité, vous ne payez pas la dette. Et donc, ce que vous voyez, c'est que pendant la période de l'ajustement structurel, ils disaient vouloir réduire la part de la dette dans le PIB, la dette extérieure. En fait, ils l'ont augmentée. Et donc, la part de la dette n'a diminué qu'avec ces initiatives d'annulation partielle de la dette. Donc, l'austérité ne peut pas permettre de rembourser la dette. Donc, l'austérité a d'autres fonctions. C'est-à-dire c'est vous maintenir dans un état de servitude économique, financière, etc. C'est ça le but des politiques d'austérité. Mais ce n'est pas pour rembourser la dette. Vous ne pouvez pas rembourser la dette avec les politiques d'austérité. Et donc, c'est ce qu'on a eu. Et donc, quand on a annulé une partie de la dette, donc on a vu dans un contexte aussi où il y a eu un boom des matières premières. Pourquoi? Parce que la Chine était en train de se développer rapidement. Et donc, la Chine a stimulé un boom des matières premières. Et donc, avec ce boom des matières premières, on a vu aussi que le taux de croissance a augmenté en moins de 5,4% en Afrique. Dans certains pays, vous pouviez avoir des taux de croissance, mais vraiment monstrueux, quoi. Et donc, vous avez vu que le taux de croissance a augmenté. 5,4%. Donc, c'est cette période-là où on a commencé à parler de l'Afrique émergente, Africa Rising, etc. Mais par la suite, à partir de 2013-2014, le cours des matières premières a baissé. Et pour essayer de compenser ça, les pays africains se sont endettés sur les marchés. Et pourquoi? Parce que c'est aussi un contexte où, à la suite de 2008, les pays occidentaux, en fait, leurs banques centrales ont eu des politiques monétaires très expansionnistes.
Et donc, les taux d'intérêt étaient virtuellement à zéro. Et donc, pour les tentes de capitaux, ce n'était pas très intéressant. Et donc, il y a eu un reflux vers les marchés émergents où ces capitaux pouvaient espérer obtenir des taux d'intérêt à 6%, 7%, comme le Sénégal a fait avec les eurobonds. Donc, c'est ça qu'on a fait. C'est-à-dire, pour essayer de maintenir le même niveau de croissance, on s'est endetté à nouveau. Et donc, vous avez vu aussi que, que la dette avait commencé à augmenter déjà après 2010. Et donc, ce que la pandémie est venue apporter, c'est qu'en fait, tôt ou tard, et en tout cas, c'est mon hypothèse, on allait un peu, beaucoup de pays allaient vers une crise de la dette. La question, c'était quand est-ce qu'en fait, il y aurait une baisse suffisamment importante du cours des matières premières pour qu'il y ait cette crise de la dette-là. Et dans le cas africain, en fait, le premier effet de la pandémie, ça n'a pas été un effet sanitaire, mais un effet économique. Dans les pays occidentaux, on a d'abord eu la crise sanitaire qui a induit une crise économique. Mais dans les pays africains, on a d'abord eu une crise économique et après la gestion de la pandémie a induit une crise économique. Vous avez vu qu'en fait, dès les premières heures de la pandémie dans les pays du Nord, le cours des matières premières, la plupart d'entre elles, en fait, ont baissé radicalement. Et donc, voilà, la plupart des pays africains n'avaient plus assez de revenus d'exportation et donc étaient dans une situation objectivement difficile pour payer la dette. Dans certains pays, on pouvait voir qu'il y avait même des fuites de capitaux parce qu'il n'y avait plus confiance, disons, vis-à-vis de certains marchés dits émergents, etc. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, en termes de timing, il y a une différence entre les pays du Nord et les pays africains. Et donc, si on regarde bien, en fait, je pense qu'il y a un slide avant, peut-être. Non? Ok. Donc là, cette période... c'est bon. Donc cette période de l'Afrique émergente rapidement, en fait, c'est une période qui a créé très peu d'emplois décents. Donc la plupart des emplois ont été informels en Afrique, plus de 90%. Et donc il y a cette période d'Africa Rising également a créé, suscité, stimulé les inégalités économiques. La BAD, par exemple, a donné un chiffre intéressant. C'est qu'en 2008, 100 000 Africains disposaient d'un patrimoine qui était évalué à 800 milliards de dollars américains, ce qui représentait 80% du PIB de l'Afrique subsaharienne. Donc c'est ça qu'on a eu. Et dans cette période également, on a eu une ponction financière importante, en fait, des sorties de flux financiers licites et illicites. Prochain slide. Et donc là, par exemple, vous pouvez voir que cette saignée financière dont je parle, souvent, nous nous focalisons sur la dette. C'est important. La dette souveraine en monnaie étrangère, c'est important. Mais ce qu'on a tendance à perdre de vue, c'est les profits qui sont rapatriés par les multinationales. Profits et dividendes rapatriés par les multinationales. Avec certains de mes co-auteurs, on a essayé de calculer les profits et dividendes qui étaient rapatriés par les investisseurs directs étrangers entre 2000 et 2016 pour 28 pays d'Afrique subsaharienne qui représentent 85% du PIB de l'Afrique subsaharienne. Et donc vous voyez, entre 2000 et 2016, les pays africains ont payé 100 milliards de dollars pour le service de la dette, 100 milliards de dollars. Les multinationales ont rapatrié 500 milliards de dollars sur la même période. Donc vous cumulez, ça fait 600 milliards. Mais ça veut dire que les profits et dividendes rapatriés, c'est 5 fois plus les intérêts sur la dette. Et les gens ne parlent que de la dette. Et donc, quand les économistes de développement parlent de sous-développement, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ponctionne votre surplus et on le met ailleurs. Mais ici, vous voyez que nos dirigeants, ils applaudissaient. On a des taux de croissance de 6%, c'est l'Afrique émergente. Mais c'est ça la face cachée de l'Afrique émergente. C'est ces transferts de surplus économique. Et donc, c'est ça le sous-développement. Et donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la dette, c'est que, bon, la pandémie a juste été un accélérateur, mais tous les indicateurs de soutenabilité de la dette extérieure viraient pratiquement au rouge. Donc là, j'en ai donné 3. Par exemple, vous voyez le stock de dette extérieure par rapport aux exportations, c'est passé de 59% à 134%, donc ça a doublé. Donc ça veut dire que les pays africains se sont endettés très rapidement, notamment à travers l'émission d'eurobonds. Vous prenez aussi le ratio entre le service de la dette extérieure et les exportations. Donc, c'est passé de 5 à 14, ça a pratiquement triplé.
Donc ça veut dire la charge du service de la dette par rapport aux exportations, bon, c'est passé de 5 à 14%. Et si vous prenez aussi les réserves de change, le rapport par rapport au stock de dette extérieure, ça a aussi décliné. C'est-à-dire que les Africains avaient de moins en moins de réserves de change pour éventuellement faire face, disons, à des demandes, disons, de paiement de la dette. Et donc le Covid a été un accélérateur. Donc la question c'est juste quand est-ce que, bon, on allait être dans une conjoncture où les taux d'intérêt seraient élevés et où on n'aurait pas suffisamment de bons prix pour nos matières premières. Et donc c'est dans ce contexte-là, en fait, qu'avec certains collègues, donc des collègues tunisiens, Fadel Kabou, Maha Ben Gada, Inès Mahmoud et un ami co-auteur, Kai Konombot, qu'on avait initié cette lettre ouverte-là pour dire qu'en fait l'Afrique doit reconquérir sa souveraineté économique et monétaire. Et donc cette lettre ouverte a été signée par plus de 700 universitaires, militants, organisateurs, membres de la société civile, etc. Et donc de tous les pays du monde, en fait pas tous les pays du monde, mais en tout cas il y a une base internationale très élargie. Donc la plupart des économistes hétérodoxes, disons, connus, ont signé cette lettre ouverte-là pour dire qu'en fait la pandémie montre l'éducation du modèle de développement africain et qu'il faudrait d'une certaine manière repenser ce modèle de développement-là. Et donc cette lettre ouverte a été reproduite dans cet ouvrage-là qui vient de sortir, qui s'appelle Résistance africaine à la domination néocoloniale et qui a été coordonné par Martine Boudé. Et donc dans notre lettre ouverte, en fait, on met le doigt sur 3 problèmes structurels majeurs. Parce que pourquoi les pays africains veulent généralement attirer les investisseurs étrangers, pourquoi ils réforment leur système administratif et économique, tout ça pour prétendument attirer des investisseurs étrangers. Mais c'est parce qu'en fait, il y a 3 problèmes majeurs qu'ils n'ont pas résolus jusqu'à présent. Le premier est cardinal, c'est la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire la souveraineté alimentaire, c'est aussi comme la souveraineté monétaire. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas de souveraineté politique tout court. C'est-à-dire que, bon, chaque nation doit pouvoir assurer, disons, sa propre alimentation. Aussi, ce n'est pas possible, il doit y avoir des mécanismes de coopération régionale, etc. Mais vous ne pouvez pas dépendre de l'extérieur pour votre alimentation. C'est une question de souveraineté politique. Et donc, selon la CNUSET, de 2016 à 2018, le continent africain a importé 85% de sa consommation d'aliments. 85%. Donc, vous avez, disons, une main-d'œuvre qui est majoritairement dans le secteur agricole. Et cette main-d'œuvre-là a de mauvais revenus, enfin des revenus très bas, et vous ne parvenez pas à nourrir votre propre population. Ça veut dire que c'est pathologique. Et donc, pour cette période-là, 2007-2008, la facture c'était 35 milliards de dollars. En 2025, ça va être 110 milliards de dollars. Et donc ça crée des trous au niveau de la balance des paiements. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas être dans des sociétés dominées par des travailleurs agricoles et vous ne pouvez pas vous nourrir vous-même. C'est pathologique. La deuxième chose, c'est l'absence de souveraineté énergétique. Beaucoup de pays africains, importent beaucoup de produits énergétiques, pétrole, gaz, etc. Alors qu'ils ont les moyens d'assurer leur souveraineté énergétique. L'exemple le plus caricatural, c'est le Nigeria, qui exporte du pétrole brut pour importer du pétrole raffiné. Mais dans la majeure partie des cas également, les pays africains restent toujours dans le modèle colonial, disons, de spécialisation primaire, c'est-à-dire qu'ils vendent des produits primaires, cacao, gaz, uranium, etc., coton, ce genre de choses. Et en contrepartie, arachide, oui, poisson. Et en contrepartie, ils importent des produits à plus forte valeur ajoutée et des produits à manufacture. Et donc, prochain slide, il y a des statistiques, éloquentes. Donc, là, c'est des données de la CNUSED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui publie un rapport qui s'appelle State of Commodity Dependence. Donc, c'est un rapport qui fait le point sur la dépendance vis-à-vis des matières premières. Et vous voyez que l'Afrique subsaharienne est dans une position tout à fait exceptionnelle. En Afrique subsaharienne, 9 pays sur 10 sont dépendants des matières premières pour leur exportation. 9 out of 10. Donc, vous voyez que pour les autres pays, à chaque fois qu'il y a du rouge, ça montre le niveau de dépendance vis-à-vis des matières premières. Donc, pour l'Afrique subsaharienne, qui est complètement à gauche,
l'écran, vous voyez que voilà, presque tout est rouge, hein, tout est rouge. Tous les pays, la plupart sont dépendants des matières premières. Mais tant que vous êtes ça, vous êtes dans ce modèle-là, vous êtes dans un modèle d'appauvrissement et donc, disons, d'exportation de surplus économique, voilà, destruction environnementale. Prochaine slide. Et donc, dans notre lettre ouverte aussi, on critiquait les mauvaises recettes, les solutions piégeuses des institutions de Bretton Woods. Parce qu'il y a un ensemble de recettes que généralement le FMI, la Banque mondiale et les institutions apparentées recommandent aux pays africains en leur disant ce sont les bonnes stratégies de développement. Par exemple, on leur dit, mais il faut exporter, il faut une croissance tirée par les exportations. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une stratégie qui n'est pas universalisable. Pourquoi? Parce que vous voulez exporter pour avoir un surplus commercial. Mais si vous voulez avoir un surplus commercial, il faut que d'autres soient prêts à avoir des déficits commerciaux. Donc, vous ne pouvez pas tous être dans cette stratégie-là. Et généralement, ce qui se passe, c'est que les pays qui se mettent dans une stratégie de croissance tirée par les exportations, en fait, comme ils partent d'une base manufacturière généralement très limitée, ça a tendance à augmenter les importations d'énergie, de biens d'équipement, de composants industriels à forte valeur ajoutée, et ça stimule aussi par ailleurs l'accaparement des terres, des ressources, etc. Et généralement, le résultat n'est pas fameux. Pourquoi? Bon, parce que les produits exportés sont juste des produits à faible valeur ajoutée. Et un bon exemple, c'est le cas de la Tunisie, qui depuis les années 70, quand elle s'est mise à mettre en fait dans cette optique de croissance tirée par les exportations, mais ça a carrément, disons, dégradé le solde de sa balance commerciale. Et donc, la croissance tirée par les exportations, c'est pas de dire que, bon, il ne faut pas exporter, mais c'est-à-dire qu'il faut essayer d'élargir les marchés intérieurs plutôt. Mais on ne peut pas baser son développement économique sur les exportations. La libéralisation des investissements directs étrangers, là aussi, c'est un piège. Pourquoi? Parce que, bon, ce qui se passe, c'est que les pays africains sont dans un environnement de compétition destructrice pour attirer les investisseurs étrangers. Donc, c'est des allégements fiscaux, voilà, des subventions, un affaiblissement des réglementations en matière de travail et d'environnement, et aussi une forte volatilité financière qui entraîne les transferts de surplus que j'ai montré tout à l'heure, donc les 500 milliards qui ont été transférés. Parce que les investisseurs étrangers, c'est des investisseurs, donc c'est-à-dire que ce n'est pas de la philanthropie. On investit 100 en T plus 5, on va repartir avec 600 ou 700 dollars. Donc, c'est ça. Et aussi, une autre stratégie dans certains pays également, bon, c'est qu'on leur dit, vous pouvez trouver des réserves de change, vous pouvez trouver des devises en promouvant le tourisme. Mais en fait, si vous voulez promouvoir le tourisme et que vous n'avez pas de souveraineté alimentaire, donc ça va stimuler, disons, des importations de produits alimentaires. Ça va dégrader votre balance commerciale. Et généralement aussi, le tourisme, c'est une industrie qui a une empreinte carbone très forte et qui requiert énormément de consommation de ressources. Parmi les autres stratégies, il y a la privatisation des entreprises publiques, la libéralisation financière. Bon, la libéralisation financière, on sait que c'est propice à la spéculation financière. Généralement, ça induit une instabilité économique et financière, la mauvaise allocation des ressources, parce qu'au lieu que l'épargne, le crédit puisse être affecté à des activités productives, généralement, c'est affecté à l'immobilier ou à des activités spéculatives ou rentières. Et ça accroît également les inégalités socio-économiques. Et donc, les accords de libre-échange et d'investissement, généralement aussi, s'inscrivent dans l'optique d'approfondir ces 5 stratégies précédentes-là. Et donc, c'est ce que les institutions de Bretton Woods recommandent aux pays africains. Et généralement, bon, on leur dit que vos pays ne sont pas attractifs pour les investisseurs étrangers. Donc, vous devez tout réformer, le cadre réglementaire, administratif, le cadre politique économique, faites tout pour être attractif. Et donc, est-ce que les pays africains sont fermés aux investisseurs étrangers? Il faut juste regarder les données. La réponse est les pays africains sont hyper ouverts aux investisseurs étrangers. Là, vous voyez un graphique qui est basé sur les données de la CNUSEC. C'est le stock d'investissement direct étranger rapporté au PIB. Le stock d'investissement direct étranger, c'est les flux nets. C'est-à-dire que vous prenez une période, par exemple, 1970-2020, donc on cumule les flux entrant et sortant et on fait le solde. C'est ça le stock d'investissement direct étranger. Et on le rapporte au PIB. Et si vous voyez, j'ai choisi quelques pays comme ça, en fait des pays dynamiques, industrialisés,
vous voyez que les États-Unis, bon, le stock d'investissement direct étranger, c'était de l'ordre de 44% du PIB. En Afrique, on est à 38%. Et donc, on dépasse les pays émergents asiatiques, on dépasse l'Allemagne, on dépasse la Chine et le Japon. Le Japon, c'est 4%, 4,4%. C'est-à-dire qu'au Japon, l'accumulation de capital, bon, elle est domestique. Les Japonais possèdent vraiment leur économie. Mais là, quand je dis Afrique, c'est une moyenne. Il faut maintenant qu'on aille dans le détail pour voir. Et quand on va dans le détail, on est choqué. Je vous dis que les États-Unis, c'est 44%. Donc, en Afrique, on peut trouver plus de 20 pays qui ont un stock d'investissement direct étranger supérieur à 50%. C'est-à-dire le stock d'investissement étranger rapporté au PIB supérieur à 50%, vous pouvez trouver ça pour plus de 20 pays africains. Donc quand on nous dit qu'en fait les pays africains ne sont pas ouverts, en fait ils sont hyper ouverts, ils sont même ouverts de la moins bonne des manières en fait, de certaines manières. Et donc il y a des exemples caricaturaux. Le Libéria, le stock d'investissement direct étranger, c'est plus de 300% du PIB. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que le Libéria, c'est une colonie américaine, en fait. Les Libériens n'ont rien. Toute l'économie, c'est le capital étranger. C'est les entreprises minières, Firestone et so on. Donc c'est ça. Et donc, d'une certaine manière, quand il y a la présence des investisseurs directs étrangers est si importante, c'est pathologique. Ça veut dire que c'est toujours le modèle colonial. Je ne dis pas qu'il ne faille pas attirer des investissements directs étrangers, il le faut, il faut être sélectif. Il faut l'inscrire dans un projet économique cohérent, un projet industriel cohérent, etc. Mais dire qu'il faut coûte que coûte libéraliser les investissements directs étrangers, mais non, ça va détruire les économies africaines parce que, bon, après c'est juste leur surprise qu'on pompe. On investit 100 et on repart avec 1000. Et donc c'est ça. Donc quand on dit que les pays africains ne sont pas ouverts, mais regardez les chiffres, ils sont trop ouverts. Un autre exemple, avec le système bancaire. Le système bancaire. Vous prenez par exemple le cas du Sénégal. Le Sénégal n'a pas de système bancaire national. Quand je dis national, c'est-à-dire un système bancaire qui est contrôlé par des structures bancaires nationales, c'est-à-dire par capitaux privés ou publics nationaux. Au Sénégal, 94% des actifs bancaires sont contrôlés par les banques étrangères. Ça dépend des années, mais c'est aux alentours de 90%. Ce sont les données de la Banque mondiale qu'on peut aussi retrouver dans les rapports de la BCEAO. Et vous voyez que les crédits au secteur privé, c'est 29%. Les crédits sont assez même élevés. Mais bon, quoique leur structure soit assez, disons, pathologique. Et donc vous voyez, l'Allemagne, qui est une puissance, qui est une puissance industrielle, au pays ouvert également, vous voyez qu'il n'y a que 13% des actifs bancaires en Allemagne qui sont contrôlés par des banques étrangères. Vous voyez cela. Le Royaume-Uni, qui est aussi une place financière importante, très ouverte, vous voyez que c'est que 14%. Mais ici, aux Africains, à qui on dit, mais vous n'êtes pas ouverts en fait. Ouvrez-vous. Mais au Sénégal, bon, on est à la limite, voilà, on a tout ouvert. Après, c'est, voilà, qui peut venir prendre ses parts de marché. Et si vous n'avez pas de système bancaire national, mais c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de faire ce qu'on appelle credit guidance, c'est-à-dire la direction du crédit, le management du crédit. C'est-à-dire qu'un État qui se développe, c'est un État qui contrôle l'allocation de l'épargne nationale, c'est-à-dire les profits des entreprises, où est-ce que c'est investi, l'épargne des ménages, où est-ce que c'est investi, l'épargne des entreprises publiques, où est-ce que c'est investi, mais aussi le système de crédit, c'est-à-dire que l'argent qu'on crée ex nihilo, où est-ce qu'on le met. Et donc, si vous n'avez pas le contrôle de tout ça, mais vous n'avez pas le contrôle sur votre, disons, sur votre modèle économique, vous n'avez pas le contrôle sur votre développement. Et donc, de manière générale, ça c'est les travaux économiques qui le montrent. Partout, dans tous les pays où le secteur bancaire est dominé par les étrangers, il y a très peu de crédit pour les entreprises domestiques. Il y a très peu de crédit pour les activités productives. Et aussi, vous voulez aller dans tous les pays du monde, même les pays riches. En fait, les grandes banques ne financent que les grandes entreprises. Et avec ce qu'on appelle la financiarisation, elles sont dans des activités, disons, rentières, court-termistes. Donc, si vous voulez financer l'agriculture, l'artisanat, le secteur informel, mais il faut avoir un réseau de petites banques. C'est ce qu'il faut, donc des banques nationales populaires, c'est ce qu'il faudrait avoir.
Mais on vous dit que bon, vous n'êtes pas assez ouvert, donc ouvrez votre secteur bancaire aux grandes banques, pas seulement occidentales, hein, maintenant il y a des banques qui viennent des pays du Sud. Et donc vous n'avez pas le contrôle sur votre économie. Et donc là, rapidement, bon, je vais conclure en disant qu'il faut sortir de l'illusion du rattrapage, en donnant quelques principes pour un agenda de transformation. En fait, de mon propre point de vue, hein, bon, qui est subjectif, en tout cas, moi, l'utopie que j'ai, c'est que pour l'Afrique et même pour toutes les régions du monde, c'est que tous les éléments de base qui sont constitutifs d'une vie digne, donc tout ce dont nous avons besoin pour une vie digne, la nourriture, l'eau potable, un environnement sain, le logement, l'éducation, le transport local, tout ça devrait être soustrait de l'empire des marchés oligopolistiques. Ce ne sont pas les marchés, le principe de profit qui doit régir tout ça. Tous ces éléments de base, selon moi, devraient tendre vers la gratuité. Je ne dis pas que ça doit être zéro, ça doit coûter zéro, mais ça doit tendre vers la gratuité. C'est-à-dire que quel que soit son niveau de revenu, quelle que soit sa situation sociale, quelle que soit sa catégorie sociale, c'est des choses qui devraient être accessibles à tout le monde. Et c'est possible, parce que ce n'est pas une question de manque de moyens. Comment y aller? En fait, c'est-à-dire qu'il faut oublier la croissance économique aveugle, le mythe du rattrapage. Ce qu'il faudrait, au lieu de parler de croissance du PIB, etc., c'est nous concentrer sur la mobilisation des ressources disponibles localement, les ressources nationales, régionales, continentales. Il faut les mobiliser d'une manière qui soit écologiquement soutenable. Et pour aller vers ce modèle, bien entendu, il y a des conditions politiques préalables qui s'imposent. C'est qu'il faut des formes renouvelées de leadership démocratique, de leadership collectif. Il faut une solidarité panafricaine et il faut également une solidarité internationale. Et donc, j'ai souligné quelques options au niveau national et au niveau continental. Peut-être qu'on pourra y revenir dans la discussion. Mais ce que je vais rapidement dire pour l'option au niveau national, c'est la reconquête de la souveraineté économique et monétaire. Pourquoi reconquête de la souveraineté économique et monétaire? Parce que quand on parle de souveraineté économique, c'est la souveraineté sur les ressources, la souveraineté sur la politique économique. La souveraineté monétaire, elle est importante, elle est cardinale, même si je sais que beaucoup n'y prêtent pas attention et disent qu'il y a des choses plus importantes que ça. Parce qu'il y a un point de vue spécifique associé à la souveraineté monétaire. Le point de vue de la souveraineté monétaire, c'est de dire que quand vous êtes l'émetteur monopoliste de votre propre devise, vous ne pouvez manquer de votre propre devise. Si vous émettez votre monnaie nationale, monnaie fédérale, panafricaniste, etc., vous ne pouvez manquer de votre propre devise. Vous pouvez financer tout ce qui peut s'acheter dans votre propre devise. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes monopoliste de votre propre émetteur souverain et monopoliste de votre propre devise, vous ne pouvez pas manquer, entre guillemets, d'argent. Vous ne pouvez pas manquer de votre propre devise. Vous n'avez pas de contrainte financière en tant que gouvernement. La contrainte que vous avez, c'est une contrainte de ressources. Vous voulez, par exemple, créer des écoles. Vous voulez utiliser des technologies qui sont fabriquées au Japon ou en Australie. Dans ce cas, vous allez avoir besoin de dollars ou d'euros ou de yens pour avoir ces technologies-là. Mais si vous appuyez sur les ressources que vous avez sur place, des terres sur place, main-d'œuvre sur place, des savoirs sur place, vous n'avez pas besoin d'un dollar de l'extérieur. L'État peut financer ça. Et à travers le système bancaire aussi, il est possible de trouver des incitations pour qu'on finance tout ce qui est utile pour l'économie, pour les peuples, pour la prospérité. Et donc c'est ça le point de vue de la souveraineté monétaire. C'est-à-dire que tout ce qui est techniquement possible sur place, il n'y a pas de contraintes financières. Si on comprend comment fonctionne le système monétaire. Et il y a un exemple que j'aime donner, c'est le cas du Japon. Parce que le Japon a connu un miracle économique après la Seconde Guerre mondiale. Et l'un des artisans de ce miracle, c'est un économiste qui n'est pas très connu, qui s'appelle Osamu Shimomura. Et donc, tout ce qu'il a écrit, c'est en japonais, parce que c'est comme s'il voulait cacher, en fait, sa reconnaissance. Et donc, c'est par la suite, avec certains de ses disciples qui ont été profs aux États-Unis, qu'on a pu un peu connaître sa pensée.
En fait, dans les cours d'économie, bon, on vous dit que quand vous êtes un pays pauvre, vous n'avez que 2 options pour financer votre développement, pour financer l'investissement. La première option, bon, c'est de serrer la ceinture, c'est-à-dire affamer les pauvres. Parce que, bon, il faut dégager une épargne. Donc, vous avez 100 de revenus, et donc, bon, il faudrait juste consommer peut-être 60, et on garde les 40 pour investir. Parce que, bon, les pauvres n'ont pas assez d'épargne. Mais donc, il faut les contraindre à épargner. La deuxième solution, quand vous ne pouvez pas avoir cette épargne intérieure, c'est de recourir à la finance internationale, c'est-à-dire aux investissements directs étrangers ou à l'endettement en monnaie étrangère. Donc, c'est les 2 options. Généralement, c'est ce qu'on dit dans les cours d'économie. Et Osamu Shimomura a dit non, nous n'allons pas affamer nos peuples. Et nous n'allons pas non plus dépendre de l'aide internationale ou de la finance internationale. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous baser sur nos propres ressources. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle Investment Credit Creation, c'est-à-dire la création de crédits pour financer l'investissement. C'est-à-dire que la Banque centrale, la Banque du Japon, elle dit, bon, au secteur bancaire, je suis prêt à refinancer tous les projets qui vous seront présentés et qui permettront, disons, d'augmenter les capacités productives du pays. Et donc, pour ça, j'ai une capacité de feu illimitée. Et donc, quand on parle de crédit, on ne parle pas d'épargne. L'épargne, c'est un revenu, bon. Mais le crédit, c'est de l'argent concret, un pouvoir d'achat concret, ex nihilo, et qu'on met à la disposition de l'économie. Et donc, c'est ça que le Japon a fait. Et d'une certaine manière, vous ne pouvez pas comprendre le miracle japonais sans comprendre le concept de Investment Credit Creation. Et donc, ça fait référence à ce que j'appelle la direction du crédit. Donc, toutes les expériences de développement rapide, en fait, il a fallu que l'État, disons, contrôle le système de crédit. Parce que l'épargne ne peut jamais être une contrainte. Le niveau de l'imposition des impôts et des taxes ne peut jamais être une contrainte. Parce que vous avez le système de crédit. Vous voyez. Et donc, si vous ne maîtrisez pas ce levier-là, mais bon, il sera difficile que vous puissiez déterminer vous-même votre propre développement. Mais ce qui est important une fois de plus, c'est que tout ce qui est techniquement possible, localement, peut être financé en monnaie nationale. C'est ce qu'il faut reconnaître comme principe. Et donc ça nous renvoie, disons, à la mobilisation des ressources domestiques. Quand on veut faire quelque chose, la question qu'on doit se poser, c'est pas comment trouver les financements, mais sur quelles ressources allons-nous nous appuyer. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher les financements, et après, ces financements nous conditionnent en termes de technologie, etc. Donc c'est ça qu'on fait. Et donc du coup, ça nous maintient dans un système, disons, d'endettement perpétuel. Donc je vais conclure rapidement. Slide. Donc en disant que, comme le soutenait à juste titre Sankara, il faut accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. C'est aussi la seule voie de sortie de l'impasse. Un développement humainement et écologiquement soutenable doit être basé sur la mobilisation des ressources disponibles localement pour pouvoir être développé localement. La bonne nouvelle est que tout ce qui est techniquement faisable sur place peut en principe être financé en monnaie domestique sans apport de l'extérieur. C'est ça le message libérateur annoncé par le point de vue de la souveraineté monétaire. Et pour reprendre à nouveau Sankara, lors de son fameux discours, il disait, je le cite, « Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pouvons les trouver. » Et donc ma conclusion, c'est que nous pouvons certainement, et nos dirigeants en particulier, ils peuvent manquer de créativité sociale, ils peuvent manquer d'audace, mais ils ne peuvent pas nous dire qu'ils manquent d'argent pour les choses que nous pouvons faire sur place, les choses qui sont maîtrisables d'un point de vue technique sur place. Et donc je vais m'arrêter là, merci beaucoup, et je vais passer la parole à mon ami et frère, cher Mohamed. Référence assez précise et claire, vous nous rappelez nos enseignants indirectement en sociologie de développement, Furtado Celso, nécessairement, particulièrement, qui a pu montrer effectivement ces chimères de ce modèle de rattrapage. Et nous savons même qu'on peut aller au-delà, même avant Furtado Celso, le fameux texte de Cheikh Anta Diop, Alerte sous les tropiques, déjà en 1955, nous disait que ce mythe du rattrapage n'existe pas. Il ne faut pas se mettre dans cette perspective-là. Et vous allez démontrer ça, et même récemment,
les contributions scientifiques ont démontré tout simplement que c'est tout simplement un mythe et qu'il faut donc se saisir et revenir sur les fondamentaux, qu'il n'y a pas seulement un modèle, mais que plusieurs modèles sont possibles. Et donc, vous invitez et insister à ce que l'Afrique sorte quand même de cette domination-là, de cet arrimage à un système qui est toujours entretenu et dont même ceux qui l'entretiennent aujourd'hui à travers les institutions de Bretton Woods, qui continuent à conseiller et à accompagner nos États, ne font que donc poser de nouveaux pièges tout simplement qui nous évitent de sortir de cet engrenage. Et donc il faut effectivement des ruptures à cela, comme l'avait si bien dit Samir Amin, dont vous avez rappelé également les travaux, et donc pour aller vers un modèle qui est un modèle de souveraineté, en insistant sur la nécessité et l'importance de la position centrale de la souveraineté monétaire. Comme vous l'avez expliqué, tout simplement, finalement, ce n'est pas si sorcier comme on dit. Il faut trouver cette option d'investir avec ses propres devises pour sortir de ce piège. Et je sais que là, celui que nous allons introduire va trouver beaucoup de matière, parce que le professeur Diagne a aussi beaucoup travaillé sur les questions monétaires. Il a écrit un ouvrage, La révolution de l'argent. Et je pense qu'il a trouvé beaucoup d'éléments sur lesquels construire et prolonger cette réflexion de Ndongo Samba Sylla et nous permettre davantage de mieux saisir donc le message qui est délivré aujourd'hui.